Salut à tous et bienvenue dans MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la troisième journée. Une journée un peu moins prolifique en termes de buts, puisqu'on a eu seulement 34 buts, soit 2,2 buts de moyenne, mais 2-0-0, 7 victoires à domicile, 2 matchs nuls, et quand même une stat en MLS importante, 6 victoires à l'extérieur. Une journée qui a été un peu charnière pour certaines équipes, sont sur un enchaînement assez intense en CONCACAF, d'autres équipes qui se cherchent encore un peu. On n'est pas encore sur la MLS qu'on connaît, qu'on aime et qui est totalement folle comme on peut l'avoir en pleine saison. Mais écoutez, on y va tout de suite pour ce débrief de la troisième journée. Le premier match qui nous était proposé de suivre ce week-end, c'était Columbus qui recevait Houston. Alors on n'a pas eu un match fou de ce que j'ai pu voir du résumé. 0,65 XG pour Columbus, 0,3 pour Houston qui n'a pas montré grand chose. On a eu un bon Tarbell, mine de rien, qui les a maintenus un flot. Côté Columbus, eh bien, avec le gros enchaînement en CONCACAF et malgré la gifle reçue par LAFC donc dans cette compétition, ça a pas trop fait tourner. Ce qui m'impressionne, c'est que cette équipe a toujours la même sérénité. On voit qu'il y a des principes de jeu bien clairs de la part de Wilfried Nancy. Ils ont eu des occasions qu'ils n'ont pas transformées. Je pense que voilà, ils vont avoir besoin d'un numéro 9 avec le départ de Cucho et d'un tueur devant. Et une fois qu'ils auront retrouvé quelqu'un qui leur plante des buts devant, cette équipe va être très dangereuse. Le match qui suivait dans la soirée, c'était Seattle qui recevait LAFC. Donc on est sur deux équipes qui ont totalement ou presque fait tourner leurs équipes avec des équipes B. En fait, c'est très difficile de juger ce match. Rusnak et Jordan Morris, leur entrée ont tout changé, ont fait basculer le match avec une énorme entrée de Rusnak et bien sûr de Jordan Morris qui continue d'empiler les buts. Ross Rockinho, comme je l'appelle, Paul Rossrock, a fait un énorme match et très impactant de son côté. On notera que Pedro de la Vega est sorti blessé. Il avait fait un énorme début de saison et une très bonne préparation physique. Il avait été embêté, on le rappelle, l'année dernière par beaucoup de blessures. J'espère que ce sera pas très grave parce qu'il a montré quand même de bonnes choses depuis quelques matchs. LAFC, on a eu Cherundolo, le coach, en conférence de presse après le match qui disait qu'il n'était pas du tout content de l'attitude de ses joueurs. En gros, pour vous résumer le match, LAFC est venu presque en mode spectateur. Franchement, ils n'avaient pas l'air concernés, ils avaient certainement la tête ailleurs. La Champions League prend beaucoup d'énergie à ces deux équipes, mais il y a quand même eu, il faut le noter, dans ce match, 4 buts en 15 minutes à la fin du match. Donc voilà, Seattle l'a emporté clairement grâce à son banc face à une équipe de LAFC qui était venue en touriste, on va dire. Et encore une fois, Olivier Giroud a eu du mal dans ce match, donc les supporters ne s'en privent pas et lui tombent dessus match après match. Et c'est compliqué le cas à Olivier Giroud, qui n'arrive quand même pas à s'y faire au niveau de la MLS. Plus tard dans la soirée, on avait les matchs d'une heure et demie, et il y en a un que j'ai regardé, c'est Atlanta qui recevait les Red Bull New York. Et on est sur un match 0-0 avec 1,5 XG pour Atlanta et 0,32 pour les Red Bull New York. Atlanta a dominé la première mi-temps largement, mais ils n'ont pas eu le côté efficacité. En deuxième mi-temps, par contre, ça a été très triste. Les Red Bull New York ont été plutôt bons en deuxième mi-temps. Ils se sont reposés sur un très bon Coronel qui leur a sauvé le match à quelques moments. Ça reste une équipe cohérente, qui est solide, qui pratique pas un football champagne comme on l'aime en MLS, mais qui a des principes de jeu, qui se bat, qui ne lâche rien, qui est très pénible à jouer. Atlanta m'a rassuré un petit peu défensivement. On a encore vu un Gregerson en taille patron. Amador est revenu, donc ça fait plaisir. Il manque plus que Lennon pour avoir l'équipe au complet. Par contre, toujours le même souci, c'est qu'Almiron et Miranchuk, ça se cancel puisque Almiron passe son temps à rentrer dans l'axe. Mais Almiron n'a pas été bon hier. En fait, il veut trop en faire, Miggy. Et le problème, c'est qu'à trop vouloir en faire, et ben, il en fait pas du tout. Il a même été sorti en fin de match parce qu'il apportait vraiment pas grand chose. Emmanuel Atlas, j'ai l'impression qu'il n'est pas
pas au top physiquement, mais c'est compliqué. Emmanuel Atlas, j'ai peur que sur les blocs bas regroupés, il puisse pas faire parler sa puissance et que ce soit un petit peu plus compliqué pour lui. En tout cas, Atlanta n'a pas marqué depuis 2 matchs, après avoir investi 50 millions sur le mercato, sur son attaque. C'est une équipe qui est encore en rodage, mais à des moments, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression de retrouver le Atlanta de la saison dernière et de la saison encore d'avant qui galère et qui n'a pas beaucoup de fond de jeu. Un autre match, j'ai regardé le résumé, c'est Cincinnati qui recevait Toronto. Match à sens unique de ce que j'ai vu du résumé. Cincinnati a eu 1,5 de IG et Toronto 0,27. Toronto, on va pas se répéter toutes les semaines, même si Robin Fraser a dit qu'il voyait des choses encourageantes. C'est compliqué de trouver des points encourageants dans cette équipe qui défensivement c'est un vrai gruyère. Sean Johnson a été sauvé par ses poteaux parce que le score aurait pu être plus lourd, mais il est vraiment livré à lui-même avec des joueurs devant lui défensivement qui sont très creux et offensivement c'est une équipe qui a beaucoup de mal. Du côté de Cincinnati, eh ben c'est Denki qui enchaîne, hein, toujours décisif. Alors cette fois-ci c'est sur penalty, mais c'est un joueur qui pèse énormément sur les défenses adverses. On a eu un très bon Yuya Kubo. Il a marqué, mais avant cela il s'est fait refuser 2 buts. Mais en tout cas il a fait vraiment un bon match. Et Cincinnati, hein, qui a fait rentrer Evander en cours de match, qui a fait souffler un peu Denki, puisqu'il y a la CONCACAF encore en cours, qui continue son bonhomme de chemin, qui est une équipe très solide et expérimentée, et qu'on va retrouver à la lutte pour le Supporter Shield et certainement en MLS Cup. DC United, mes outsiders, ont gagné à domicile contre SKC. Alors, comme d'habitude, hein, DC encaisse son but, mais bien sûr, ils ont Benteke. Et un autre joueur très intéressant, c'est Joao Peglo, qui était jusque-là blessé. J'en avais parlé dans le podcast où on présentait les rosters avec 8 de pique. Peglo, moi, m'a fait une belle impression. Il provoque le penalty où Benteke marque et il fait la passe décisive sur le deuxième but. Et c'est enfin une victoire pour DC qui s'est quand même fait peur face à une équipe d'SKC qui a eu 0,46 de IG, qui a ouvert le score à la 50e minute. Je me suis dit, oh là 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 là, les pauvres DC qui dominent le match, ils vont se faire avoir. Et non, en fait, ils ont renversé le score. Bon, Pete Vermes nous a dit cette semaine qu'ils avaient eu presque 10 jours sans s'entraîner du côté des SKC entre la météo et la récupération par rapport à la CONCACAF Champions Cup. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne idée qu'avait eu Pete Vermes parce qu'hier ces joueurs ont semblé quand même tirer la langue et manquer de rythme et de jeu. En tout cas, il y en a un qui a été intéressant, c'est Chapi Soleimanov qui a été virevoltant sur son aile droite. Il avait déjà été bon la semaine dernière et ça fait 2 matchs qu'il est dangereux, il amène du danger, il tape sur le poteau cette semaine. Et Manu Garcia, son ancien collègue, là, ils jouaient tous les deux, alors c'est à l'Aris Salonique en Grèce. Et j'aime beaucoup, mais il est un peu trop esselé au milieu à faire le jeu. En tout cas, voilà, c'est une défense qui se fait manger dans le domaine aérien par Benteke et même pas que Benteke sur le deuxième but. Moi, je trouve que SKC à domicile montre un beau visage, mais à l'extérieur, voilà, ça fait 2 déplacements où c'est très compliqué. Une autre équipe où c'est compliqué, c'est les Ravs qui ont reçu l'équipe en forme Philadelphie qui a encore gagné et qui est donc sur 9 points sur 9 possibles, hein, avec 10 buts marqués, 3 encaissés et une victoire de 0 hier, 1 de XG, donc 2 buts. Donc encore une grosse efficacité avec Wagner, Baribo, un très beau but de Lukic, la recrue, une équipe très solide, hein, qui est sur ses principes de jeu. On a retrouvé le Philadelphie qui est solide et qui est efficace. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de Philadelphie. Ils se sont retrouvés. Du côté des Rêves, 0,36 de XG. Hein, franchement, Campagna qui sort sur blessure au bout de 5 minutes. Une équipe triste et inoffensive. On a Carles Rill, mais il peut pas tout faire. Le coach a demandé de la patience, que ça allait se mettre en place. Je le rappelle encore, ils ont eu beaucoup de changements sur l'intersaison. Mais c'est compliqué parce que sur le papier, ils ont quand même 2 joueurs individuellement qui sont intéressants. Mais c'est collectivement, il faut que ça se mette en place. Et je pense qu'on va attendre un petit peu encore. NYCFC retrouvait sa pelouse pour la première fois de cette saison et Orlando s'y déplaçait pour la première fois. Et ben New York l'a importé 2-1. Un match assez ouvert et cool à suivre avec 2 équipes qui, de toute façon, ne savent pas fermer le jeu. On a New York a eu 2,69 de XG. On a retrouvé une belle équipe de New York après des déplacements assez compliqués. Ouais, ça a bougé dans tous les sens, du mouvement. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Et Orlando 1,43 de XG. Donc vous voyez, hein, on a eu un match quand même où on aurait pu avoir 4 buts. On en a eu 3.
Mais en tout cas, si ça fait 2-2 et match nul, ça me choque pas vu le scénario du match. Mais hier, on a eu un Pedro Gallese qui a fait des superbes arrêts, mais qui a coûté, allez, on va dire sur le premier but, pour moi, il est mal placé, il se fait avoir. Et sur le deuxième but, bah, il relâche et ça fait but. Donc Pedro Gallese, hier, qui a coûté, je pense, au moins un point à son équipe. Mais par contre, on a eu un très bon Luis Muriel qui a été en forme, qui met un beau but. Et Pasalic, encore une fois, passeur décisif, la recrue qui est arrivée de Rijeka, qui continue à être décisif. Une équipe, par contre, qui compte sur ses recrues par rapport aux investissements de cet hiver, mais qui ne marque toujours pas, c'est Austin, qui s'est incliné 1-0 à domicile face aux Rapids. Austin qui a eu 1,09 de XG et les Rapids 0,81. Alors Austin, franchement, j'en parle depuis quelques semaines. On a encore eu une fois une équipe qui fonctionne sur des débordements, des grands centres sur la tête de Vasquez. Ça a failli payer puisque Vasquez a mis une tête sur la barre. Ou alors des frappes de loin un peu sans conviction, mais une nouvelle fois, Austin n'a pas trouvé la faille à domicile. Et sur les 3 matchs qu'ils ont joués, c'est quand même une équipe qui a investi presque 30 millions sur ces 3 attaquants et qui ne marque pas. Ils ont eu 2 pénaux sifflés qui ont été cancel par la VAR. Alors le premier oui hors-jeu, le deuxième bon le tacle est sur le ballon mais un peu haut et dangereux. S'il n'est pas sifflé, ça me choque pas. S'il est validé par la VAR, ça me choque pas non plus. En tout cas les Rapids, il y a eu un très joli but de Navarro sur un superbe service de George Mihailovic. Et franchement, c'est une équipe donc qui, une fois de plus, qui est jeune, mais qui la joue à l'expérience. C'est des gamins qui ont réussi encore à tenir le clean sheet, qui ont un gardien Zach Stephen qui a encore été très très bon hier. Je suis vraiment bluffé dans le bon sens de cette équipe qui, à domicile ou à l'extérieur, est joueuse, sait tenir également un résultat quand il le faut et qui fait preuve d'une maturité assez impressionnante. Une équipe retrouvait également sa pelouse hier, c'était Dallas contre Chicago. Je vous disais, ça pouvait être un match qui était rempli de buts, un 3-3, je le voyais. Et ben en fait, on a eu une défaite de Dallas, 3-1. J'aurais plutôt vu l'inverse, hein, moi, par rapport à ce que j'avais vu du début de saison. Mais en tout cas, on a eu les buts. On a eu une première mi-temps qui a été assez fermée. Et ensuite, ça s'est réveillé, hein. Franchement, la deuxième mi-temps, c'est une équipe de Dallas que j'ai vue, on aurait cru une équipe de MLS des années 2010 ou 2000, où c'était un peu open bar. Dès qu'il y avait un centre de Chicago, une balle dans leur dos de leur défense, ça faisait but. Petar Musa qui s'est fait stopper un penalty d'un arrêt superbe de Chris Brady. Il s'est aussi fait refuser un autre but sur un service de Lucho Acosta. Donc voilà, il faut noter quand même qu'il y a eu des occasions pour Dallas. Mais en tout cas, Chicago, on est sur une équipe qui a bien réagi par rapport à son début de saison et qui était privé, mine de rien, il faut le noter, de Zinkernagel. Alors on l'a su au moment de la composition, c'est tombé un peu de nulle part, mais on n'a pas de nouvelles pour le moment sur pourquoi il était absent. Donc à suivre Zinkernagel, leur nouvelle recrue Tam, qui était absente. Un autre match qui a été intéressant, c'est Nashville qui, sur sa pelouse, s'est imposé 2-0 face à Portland. C'était un match à sens unique et les critiques s'abattent sur Portland. Franchement, 0,49 de XG. Pantemis était au but puisque Crépeau était blessé. Il a clairement fait comme il a pu, hein. Il arrête 2 pénaltys. Alors sur le premier but et la frappe d'Andy Najar, pour moi, il est pour lui parce qu'il bouge mal son poteau, elle lui passe sous les jambes. Et clairement, il doit mieux faire. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit mieux faire. Mais Portland n'a rien eu, hormis un coup franc en fin de première mi-temps de Pereira da Costa. Et Nashville qui a été vraiment très sympa à voir, 2,87 de XG. Oui, parce qu'ils ont loupé 2 pénaltys. Ils les loupent les deux dans le premier quart d'heure. Donc Mukhtar loupe le premier et Surridge loupe le deuxième. Donc ça aurait pu être un score à 4-0 que ça m'aurait pas choqué. Il y a une domination de A à Z, c'est une équipe où Mukhtar est à la manœuvre. Kazem a fait une excellente première apparition dans le 11 et c'était vraiment intéressant. Et moi, il y a un joueur dont je vous parle et que j'attendais beaucoup et qui continue de m'impressionner, c'est Tagzet, le milieu de terrain. Il a touché 100 ballons, alors 99 ballons hier pour être précis, 95% de passes réussies, une passe décisive, 9 récupérations de balles et 13 km. Edward Tagzet, vraiment le Suédois, m'impressionne et je pense que Nashville va être vraiment beaucoup mieux une fois que ça va être rodé avec leurs jeunes, avec Mukhtar. Je pense que le seul bémol c'est l'attaquant Surridge qui pour moi déçoit par rapport à ce qu'il a pu montrer en Europe auparavant. Une autre équipe qui s'est fait surprendre, c'est Salt Lake qui s'incline face à l'équipe d'expansion San Diego, qui continue son bonhomme de chemin et qui l'emporte 3-1
Et clairement, pour avoir vu le résumé, on a eu là alors là, le match typique de MLS, hein, Salt Lake 1,93 de XG et San Diego 2,40. Vraiment un match dans tous les sens, ça peut finir à 3 partout que ça m'aurait pas choqué. Alors, Salt Lake, ils ont eu des opportunités, ils ont bien attaqué le début de match en marquant dans le premier quart d'heure. Et ils ont bien étouffé cette équipe de San Diego avant de se relâcher. Mais il faut noter une chose, c'est que Mark Zook, il loupe un face-à-face à la 30e minute qui peut les faire basculer à 2-0. Et franchement, le face-à-face, ça doit faire but. Et il y a Gonçalves qui a la même à la 70e pour repasser devant à 2-1. Donc en fait, Salt Lake, s'il gagne 3-1 au lieu de s'incliner 3-1 ou si ça fait 3-3, ça ne me choque pas. Cabral a été bon dans les buts et a sorti de très beaux arrêts, le gardien. On a vraiment eu un match ouvert très plaisant. Je vous invite à revoir le résumé. C'était vraiment l'équipe la plus efficace qui l'a emporté. San Diego, eh ben moi je me pose la question tout de suite, est-ce qu'ils vont nous faire une Saint-Louis lors de leur saison d'expansion? Parce que pour le moment, ce que je vois m'intéresse énormément, malgré l'absence de leur meilleur joueur Chucky Lozano. On a 7 points sur 9 possibles, une équipe qui fait très très mal en transition, qui se projette à chaque fois à 4 ou 5. Ils ont un milieu de terrain, Zverkov, franchement, c'est un monstre. Il récupère tout, il gagne les duels. Il est là pour orienter le jeu. C'est vraiment très intéressant, le joueur qui arrive de North Island. Par contre, ce qui me laisse à désirer, c'est leur alignement défensif et leur gestion des attaques adverses. Souvent, ils se font prendre dans leur dos, les défenseurs. Mais ils peuvent compter sur un joueur qui a été élu homme du match. C'est CJ Dos Santos, leur gardien, l'ancien de Miami, qui, je pense, ça y est, a mis tout le monde d'accord dans le club. Et ce sera le numéro un. Il a encore fait un très très bon match hier. Donc voilà, un des meilleurs matchs, je pense, sur cette journée hier, en tout cas des plus plaisants. On arrive à notre derby canadien, donc Vancouver recevait Montréal et s'est imposé sur le score de 2-0. 56 de XG pour Vancouver, 1,42 pour Montréal. Et là, le gros point noir, c'est que Ryan Gold, le maestro, le DP, le maître à jouer de Vancouver est sorti. Et ça sent clairement les croisés, j'espère pas. C'est un ballon aérien, une relance de Montréal. Il saute pour mettre la tête, il retombe mal. Et directement, il se demande à sortir. Et il s'est fait ça tout seul. Et quand on se blesse tout seul, on sait que c'est jamais bon signe. Bon, malgré ça, c'est une équipe qui s'est imposée sans Ryan Go. Avec un très bon Tate Johnson, première titularisation, le jeune joueur de 19 ans. Allez voir, c'est vraiment un gros match de sa part. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que Sorensen a installé tout de suite ses principes de jeu. 9 points sur 9 possibles, en tête de la conférence. Une équipe très intéressante. Enfin, franchement, c'est rodé. Ça prend tout de suite. Alors, à voir maintenant comment ça va être sans Ryan Go, parce qu'on sait que c'est quand même leur game changer. Et s'ils le perdent pour la saison, ça peut s'avérer très compliqué. Et d'ailleurs, au passage, vous savez, Dominique Fitz, bah, qui joue un peu à la Ryan Go, alors ça, c'est que mon avis, ça ne tient qu'à moi, mais pourquoi pas relancer la piste puisque bah, le mercato est encore ouvert en MLS. S'ils perdent Ryan Go pour la saison, d'aller chercher un joueur tout de suite comme ça qui est un peu dans le même profil. Voilà, à suivre. On arrive à Montréal, donc Montréal, ils étaient encore privés de pas mal de joueurs, c'est 0 sur 9 points. 2 buts marqués au premier match et ça fait 2 matchs où ils marquent pas. Ils sont très mal rentrés dans leur demi-temps et ils encaissent très rapidement des buts, mais c'est dommage parce qu'en fait, je trouve que tout n'est pas acheté dans cette équipe parce qu'offensivement, ils se sont procurés des occasions, ils sont montés en puissance dans les demi-temps, ils se font surprendre sur les débuts de match. Après, bon, bah, vous avez Sirois ou. Sirois, je sais pas quoi en penser. En fait, c'est un gardien, il fait des arrêts incroyables, mais à la fois, il fait très très peur sur certaines situations. Alors, il est vraiment pas aidé par la défense qu'il a devant lui. Moi, je pense que c'est le gros point faible de Montréal, la défense. Mais voilà, Sirois, il me pose question. Alors, c'est vrai que certains m'ont dit, il est formé à l'académie, donc ça coûte pas cher. Et ça reste quand même un gardien capable de faire des gros arrêts. Mais il m'inspire pas confiance, il rassure pas sa défense. Mais bon, sa défense devant lui, c'est compliqué. C'est vraiment un sujet sensible, je trouve, Sirois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Montréal est quand même mal payé. Les gars, je suis désolé, ça a critiqué Owuzu. Owuzu, il y a un arrêt monstrueux de Takaoka à la 80e minute et après il fait une tête sur la barre transversale. Donc Owuzu, c'est vrai que si on se dit bah, sur les 2 derniers matchs, il marque pas et voilà, mais il se procure les occasions. Franchement, moi, Montréal, hier, j'ai vu des aspects positifs et Laurent Courtois l'a plutôt dit dans sa conférence de presse en disant qu'il manquait de la qualité à des postes clés mais que sinon, bah, il y avait du mieux. Et moi, j'ai vraiment vu du mieux hier.
Et faut pas oublier, hein, ils jouent quand même contre une équipe de Vancouver qui est une très belle équipe et qui a des principes de jeu vraiment bien ancrés. Montréal, 0/9, oui, mais ils ont embêté Atlanta. Alors le match contre Minnesota, il y a rien eu, je suis d'accord, mais contre Vancouver, ils ont montré un bon visage. Donc ça fait 2 matchs sur 3 où tu t'inclines à l'extérieur, parce qu'on rappelle qu'ils vont enchaîner encore des matchs à l'extérieur, encore 4. Mais il y a du mieux et j'attends de voir quand, ils vont retrouver leur terrain, si jamais il y a des ajustements. Mais Montréal, c'est l'éternel débat, c'est que tu veux pas mettre la main au portefeuille, bah, tu le payes à un moment parce que ton coach, il peut pas bricoler et des pieds de qualité à tes joueurs. Donc c'est le problème, voilà. Donc passons maintenant au match où il y a eu une surprise qui est pour moi un peu la surprise de la journée, c'est, San Jose qui s'incline 1-0 à domicile contre Minnesota. Alors cette équipe de San José, ils ont fait une première mi-temps où il n'y a pas eu grand-chose. Daniel leur a quand même sauvé la mise sur un face-à-face avec Yeboah qui a encore marqué. Et il leur a également sauvé à la 60e et face à Longwane à la 70e. Daniel, c'est vraiment un plus de l'avoir récupéré. Mais j'ai senti beaucoup de nervosité dans cette équipe de San José qui n'a pas trouvé la faille. À l'image d'Espinoza qui semblait vraiment pas mal agacé. C'est une équipe qui, défensivement, va se faire piéger. On l'a vu hier, quand vous avez un joueur comme Yeboah, qui est vraiment un poison très percutant, et bah ça fait très mal, comme Longwane qui prend la profondeur. Donc Minnesota, mine de rien, c'est une équipe où on n'en parle pas, qui est pas forcément très glamour, qui a pas des joueurs sexy sur le papier, mais qui collectivement a une équipe qui se bat pour les copains. Et ça fait vraiment la diff. 6 points sur 9 possibles. Vraiment une belle équipe de Minnesota. Alors, pour en revenir à San José, ils peuvent dire en effet merci à leur gardien Daniel parce que le score aurait pu être plus large. Mais par exemple, hier, Joseph Martinez a été transparent. Arango, on l'a très peu vu, des signes de nervosité. C'est une équipe, alors 103-5-2, comme je le disais, j'attendais de voir. Et bien, il y a une équipe qui a su exploiter ses failles et qui l'a très bien fait. Et c'est Minnesota. Et enfin, les deux derniers matchs de la journée qui se sont joués dimanche soir. Alors le premier, c'était Miami qui recevait Charlotte. Miami sort un hold-up. Il faut dire qu'ils ont pris un rouge. Leur gardien Oustari fait une sortie à 25 mètres de son but et en effet, il touche Wilfried Zaha et prend un carton rouge. Du coup, Miami, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont subi tout le match. Ils ont posé une banderille en tout début de deuxième période sur un magnifique but. Je vous invite à aller le voir entre Tadeo Allende et Luis Suarez. Un 1-2 magnifique et une finition incroyable d'Allende qui enchaîne plutôt bien du côté de Miami. C'est le joueur en forme avec Luis Suarez. Du coup, ensuite, Miami a donné quand même des garanties. Ils ont été très solides. C'est l'ancien gardien d'Atlanta, Rios Novo, qui est rentré au but. Et mine de rien, comme je vous le disais, Luis Suarez n'en finit plus. 7 matchs, 4 buts, 3 assists. Il joue tous les 3 jours avec la CONCACAF Champions Cup pour un joueur qui avait l'air un peu fatigué et dont beaucoup de suiveurs avaient du mal à dire qu'il allait être en forme par rapport à sa pré-saison. C'est vraiment propre. Et puis Charlotte, 0,82 de XG, 70% de possession de balle en deuxième mi-temps. Et tout passe par Zaha, c'est-à-dire que Wilfried Zaha, tout le monde lui donne le ballon. Fais le miracle, fais-nous un truc, sauf que il est tombé sur un bloc bas très regroupé, ça a été compliqué. Alors il donne un superbe centre à Aguemang qui la met juste à côté. Mais par contre, c'est vraiment le joueur qui fait la différence. Vous voyez, hier, il a obtenu rien que 7 fautes. Donc c'est quand même un joueur qui va être important pour eux, même si voilà, il a l'air quand même assez insupportable, à tout le temps râler. Mais Charlotte, du coup, qui confirme pas, hein, après des matchs un peu difficiles sur le début de saison, qui a du mal à marquer. Et Miami, mine de rien, qui continue son bonhomme de chemin et qui enchaîne et qui fait un très bon résultat à domicile avec 0,54 de XG. Le dernier match, c'était le Galaxy qui recevait Saint-Louis. Alors, le Galaxy qui s'incline 3-0. Je vous l'avais dit dès jeudi et vendredi dans le podcast pour préparer cette journée que pour moi Saint-Louis c'était la grosse cote à prendre. En effet, il s'impose largement, mais par contre, je trouve que le score ne reflète pas du tout le match. On a eu un très très grand Roman Bourqui qui a empêché en première mi-temps et même en deuxième mi-temps de revenir au score l'équipe de LA Galaxy. À l'inverse, Mikovic, lui, est pas exempt de tout reproche sur un des buts et il y a même son coach Greg Vanney. On lui a demandé est-ce que vous lui faites confiance. En gros, il a dit oui et non. Donc c'est peut-être
Un McCarthy qui va revenir dans les buts éventuellement, puisque Mikovic, mine de rien, encaisse pas mal. Pour terminer sur les gardiens, oui, je vous disais, Bourki a été vraiment fort, il a fait 8 arrêts, et d'après les stats, il a évité 1,97 buts. Une précision a été donnée par Greg Vanney, Miki Yamane devrait être prêt pour la semaine prochaine, donc c'est pareil, hein, les Galaxy ont encore beaucoup de blessés, mais ils les récupèrent petit à petit. Gabriel Peck a loupé des grosses occasions, surtout à la 63e, il est quasiment au point de pénalty, il est tout seul, il la met à côté sur un centre en retrait. Le Galaxy qui n'a rien qui va en sa faveur, aussi bien les blessés, les occasions, mais voilà, on voit que c'est une équipe qui est en crise de confiance, qui va, je pense, encore souffrir quelques semaines, à voir s'ils continuent la Ligue des Champions, donc ça va dépendre du match retour, même s'ils vont le jouer à domicile. En tout cas, Marco Reus, qui était pas encore prêt, a été plutôt pas mal hier. Gabriel Peck s'est bien montré, mais par contre, c'est une équipe, on voit, qui est pas en confiance du tout, et je pense que ça va s'inverser. Je m'inquiète pas pour eux. Greg Vanney va redresser la barre et les joueurs aussi, puisqu'ils ont quand même de la qualité. Eh bien, écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. Alors, on n'a pas eu une énorme journée, hein, mine de rien, mais bon, écoutez, la MLS, on sait comment c'est en début de saison. Il y a la CONCACAF, les équipes sont pas forcément prêtes. Certains font que de me dire sur les réseaux, ouais, c'est plus ce que c'était. C'est rarement la folie en début de saison. Souvent, il faut attendre fin avril, et là, après, vous avez la vraie MLS qu'on aime. Donc si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à le noter et puis de mettre un commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de MLS Time.